الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ناشد الأنوار منتدى السدد وحماه منتدى وحماه عيش في الأوطان لرجاء الوهاب ظل كل شباب ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتاة هب نداء في فمي وفي دمها وكسر الوراء إخوتي هنيئا للعلا سعيا نشهد الدنيا أننا نحيا بشعار الله الله الملك. Bienvenue madame, vous et vos invités, pour une séance de dédicace de son 5e livre, Le Caméléon. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Alors, bienvenue à cette salle de conférence qui est intitulée la salle de conférence Professeur Rachid Yazami de notre université qui va continuer d'ouvrir, Inch'Allah, ses portes aux écrivains et qui va soutenir pleinement et activement les initiatives intellectuelles. Mesdames et messieurs, l'événement est ouvert. Madame, bienvenue à vous. Avant tout, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'être présent aujourd'hui. C'est un moment très particulier pour moi et aujourd'hui, c'est un immense plaisir de pouvoir enfin partager cette voix avec vous. Lorsque j'ai formé ce projet d'écriture, je voulais plus faire plaisir à mes filles que toute autre chose. En effet, celles-ci lisent beaucoup et voulaient un roman plein de rebondissements qui puisse captiver leur attention. C'est pour cette raison que le livre est écrit sous forme de série d'actions. Cependant, dès que l'intrigue a été installée, je fus prise par le feu de la trame, prenant plaisir à suivre les péripéties et chacune des figures que j'inventais. Et c'est ainsi que j'étais donc entraînée par mes personnages, par leur attitude, leur caractère et surtout par leur objectif. Et bien sûr, et comme dans la vie courante, il y a les bons personnages et les mauvais. Cependant, bien que ce soit un roman d'aventure, il agit comme un cheval de Troie et met en avant plusieurs sujets qui me tiennent à cœur, comme les relations familiales, la cupidité, l'adoption, la religion, les lois, la mendicité et bien d'autres sujets épineux de notre société. Tout cela est fait dans un style courant, facile à lire, pour ne pas rebuter nos jeunes lecteurs. D'ailleurs, certaines personnes qui ont déjà lu l'un de mes livres m'avaient demandé d'éviter le style académique qui est utilisé et lu seulement par l'élite. Donc, vous allez non seulement avoir le plaisir de lire un roman qui est plein d'événements, mais aussi vous n'allez pas trouver de difficulté à comprendre le sens des phrases. Et je sais pertinemment que lorsque le style est un peu soutenu, il bloque la lecture. J'en sais quelque chose.
Alors donc, je vous souhaiterai, Inch'Allah, du plaisir à lire le livre. Et encore une fois, soyez les bienvenus à la faculté privée de Fès. Merci à tout le monde. Je vous présente mon coach et mon supérieur pédagogique. Monsieur Toudin est mon encadreur personnel. Il m'a suivi pendant toute ma vie, ça veut dire que c'est une connaissance de presque maintenant 40 ans. Et si aujourd'hui je peux dire que je suis un bon prof, c'est grâce à lui. C'est quelqu'un de magnifique, quelqu'un qui aime son travail beaucoup et qui s'est donné corps et âme à son boulot. Et c'est à lui que revient le mérite. Si un jour moi j'ai commencé à écrire et si mes phrases ont pu parvenir au public. Je viens de dire que je suis vraiment très touché par ce que vient de dire ma collègue. Et je tiens encore une fois à reprendre plus ou moins ce qu'elle vient de dire, en rappelant à l'auditoire que lorsque j'exerçais mon métier d'inspecteur, entre guillemets, c'est-à-dire de l'encadreur et de celui qui s'occupait également du contrôle pédagogique, j'ai pu voir à l'œuvre ma collègue, Madame Benjeloun Adiba. Et j'ai pu observer effectivement qu'elle travaillait, et qu'elle travaille, non pas au passé mais au présent, qu'elle travaille avec amour du métier et avec une conscience qui est assez rare. Donc ces qualités professionnelles, les qualités professionnelles de ma collègue, lui ont permis d'affiner son sens de l'observation. Ce sens de l'observation touche bien sûr ses propres élèves, mais en même temps les parents de ses élèves. À maintes reprises, au cours des réunions avec les parents d'élèves, elle m'a confié qu'elle a pu, encore une fois, entrer en contact avec ses parents, et ceci, bien sûr, grâce à la confiance qu'elle suscite en eux, lui racontent, encore une fois, leur tracas quotidien. Donc, et ces tracas quotidiens qu'elle a pu observer ont constitué pour elle des scénarios, ou bien des scénarios, qui sont à l'origine de la formation et de l'écriture de ces différentes œuvres. Donc, autrement dit, ces œuvres sont le fruit de ces observations et de ces écoutes. C'est vrai que toute œuvre littéraire est une œuvre qui est imaginaire, il y a de la fiction, mais en ce qui concerne les œuvres de ma collègue, elles sont basées sur des faits presque, je vais dire, réels, pour atténuer bien, et pour ne pas, encore une fois, dire des choses qui sont un peu confuses, des faits qui sont réalistes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment à 100% réels, authentiques, mais qui s'approchent de la réalité. Et, comme je l'ai dit, c'est la dernière œuvre qui est le Caméléon. On est un exemple criant. Comme Madame Benjeloun vient de vous le dire, la trame des différents thèmes qui sont évoqués ne sont pas à 100% encore une fois en dehors de la réalité, mais ils sont en prise directe avec la réalité. Et comme je viens de vous le dire encore une fois, le Caméléon, on est un exemple parfait de cette relation entre la fiction et le réel. Merci. Vous êtes magnifique, madame. Nous sommes fiers de vous, madame. C'est l'exemple de l'élève parfaite. Vous êtes toujours la meilleure. Si vous avez besoin de poser une question sur l'œuvre,
votre professeur vous demande si par curiosité intellectuelle, vous aimeriez poser des questions concernant le contenu de l'œuvre. Dans le meilleur des cas, excusez-moi, dans le meilleur des cas, si vraiment l'œuvre était déjà lue, ça faciliterait la tâche. Mais si au contraire, elle n'est pas encore lue, ce sera encore une fois la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, grâce à vos questions, on aimerait encore une fois vous rapprocher de cette œuvre-là et peut-être vous donner l'envie de la découvrir et de la lire. Ben, nous sommes tout oui pour vous écouter, pour répondre à vos questions. Quelle est l'idée principale de ce livre? Pardon? La morale ou bien l'idée principale? L'idée principale, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de mettre en évidence quelques tares. Tu te rappelles les tonalités qu'on a vues? Oui. Alors c'est un travail satirique de quelques mœurs de la société. D'accord? Donc les petits défauts, les grands défauts, ça parle de beaucoup de choses en même temps. Ça ne parle pas d'un seul sujet. Le petit sujet. Oui. Oui, d'accord. Et bien sûr, généralement, quand on parle des sujets comme ça, c'est pour essayer de trouver des solutions. Oui. Si ce n'est pas des solutions à 100%, au moins suggérer. Voilà. C'est-à-dire pour braquer de la lumière sur ces défauts, entre guillemets, ou bien ces comportements sociaux qui sont malheureusement, encore une fois, condamnables. Si tu te rappelles, Khadija, toi tu as déjà lu Bélam. Oui. Donc c'est vrai que c'est une histoire un peu imaginaire, puisqu'il y a un peu de fantastique là-dedans, mais il y a quand même des relations familiales entre le personnage principal, son frère, ses parents, etc. Donc, il y a toujours du vrai, comme l'a dit M. Toudin, caché là-dessus. Alors comment vous avez eu l'idée pour écrire le caméléon? Au début, c'était un grand Kani. Il était dans l'enseignement aussi. Et il a lu Bélam et il a trouvé un peu de difficulté dans le style. Et c'est lui qui m'a dit qu'il voulait lire quelque chose qui ne soit pas aussi... Alors, l'idée était ça. Et puis, mes filles m'ont dit qu'elles voulaient lire, elles cherchaient dans la bibliothèque, et comme elles lisent beaucoup, donc il n'y avait plus de livres à lire. Et elles m'ont dit, on voudrait quand même une histoire un peu d'aventure pour accaparer l'attention. Et j'ai commencé, au début, je voulais faire une petite nouvelle. Et petit à petit, moi-même, j'ai pris le plaisir d'écrire. Et c'est devenu un livre. Il y a des fragments qui sont vrais à 100%. Madame, le livre est basé sur des événements réels ou bien seulement imaginaires? D'accord. Je suis partie d'un élément réel pour baser de la fiction. Ça veut dire le début, tu vas trouver que c'est vrai. Et ça s'est passé pour longtemps. Donc, moi, j'ai bâti l'histoire sur l'événement réel. Excusez-moi, moi je voudrais vous suggérer une question. Hein. Je me mets à votre place. Est-ce que quelqu'un pourrait, entre guillemets, poser la question à Mme Bejloul sur la justification du titre? Le personnage qui est une jeune fille travaillait comme agent. C'est un agent. Et elle changeait chaque fois d'apparence. Elle changeait d'endroit. Elle changeait d'identité. Et la plupart du temps, vous ne saurez pas si c'est elle ou bien si c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez compris? C'est ça, moi, je trouve, personnellement, c'est ce qui fait le charme de l'histoire. C'est que c'est écrit sous forme de séquences presque indépendantes, et à chaque fois, le personnage est quelqu'un de différent. Mais je ne sais pas que c'est le même personnage. Il y a un fil conducteur entre les différentes situations
incarné par ce personnage. Elle change de physionomie, elle change. Un caméléon. Donc le caméléon, vous savez que c'est, il a cette capacité de changer de couleur, de changer d'apparence. Pourquoi j'ai choisi? C'est par souci de suspense, tout simplement. Pour attirer l'attention des lecteurs. Comme ça, quand tu vas commencer à lire, tu ne vas pas poser le livre. Tu seras toujours en train de te demander qui c'est. Qui c'est? Madame Gillot? Oui, alors je vous en prie. C'est tout un honneur pour nous, ici à l'université, de vous avoir parmi nous. Merci, c'est bien gentil. Ce que je voudrais savoir, c'est par rapport à votre début scriptural. Est-ce que c'était très difficile? Vous dites que c'est une motivation par rapport à vos filles, mais est-ce une inspiration créative, littéraire? Ou c'est juste, c'était pour faire plaisir à vos filles? Et est-ce que le début d'écrire était si difficile que ça? Parce que j'aimerais bien le faire moi aussi, mais là, à chaque fois, il y a des entraves. Je n'arrive pas à faire le premier pas. Eh bien, je vous encourage. Je vous encourage. Non, moi, j'ai commencé depuis longtemps, depuis mes 16 ans à écrire. Et comme au Maroc, c'était presque impossible d'écrire. J'ai fait maintes fois le tour des maisons d'édition, c'était presque impossible. Ce que je faisais, c'est que j'écrivais de petits poèmes, donc il le sait parce qu'il me suit depuis toujours, de petits poèmes que j'envoyais en France à des journaux qui sont publiés là-bas. Je me suis arrêtée pendant un certain temps parce que je me suis mariée, tout simplement. Mais lorsque je suis revenue en force. Je n'écris plus seulement de la poésie. Entre parenthèses, j'ai un recueil de poésie et j'ai un recueil de poésie en arabe. Oui. Alors, donc, lorsque je suis revenue à ma plume, comme on dit, c'était pour écrire le roman. Oui, et maintenant, par rapport aux éditions, vous ne pouvez pas... Moi, je le fais sur mon propre compte parce que voilà. C'est pas évident. Ah ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Je vous en prie. Pouvez-vous nous donner une notion sur les événements du... Comme ça, tu liras pas. Non, moi, je voudrais que tu lises. Toi, surtout, je voudrais que tu lises. الحربة حربة Comment on appelle l'entrée d'un roman? Le vide. Le premier mot, c'est le vide. Ce néant, tel une gueule de monstre qui s'ouvrait prête à engloutir toute chose vivante. Cette espèce d'abîme géant et horizontal habité par le mirage s'étalait à perte de vue. Les dunes de sable fin, jaunies par le soleil suffocant du désert, se dressaient, obstacles majestueusement infranchissables et mortellement cuisants. Même les rapaces et les vautours les plus acharnés avaient déserté cette partie du Sahara où seule la faucheuse hantait les lieux et se pavanait traînant sa fossile luisante avec désinvolture et arrogance. Une chaleur volcanique se dégageait autant bien du sol terriblement incandescent que du ciel qui déversait des rayons semblables à des météorites sur cette pauvre terre. Aucune vie n'était donc logiquement possible dans un espace pareil, ignoré de toute conscience humaine. Aucun souffle de vie ne subsistait encore. Cette nature inculte suffoquée dans une attente endolorie, tout n'était que silence, aphasie et extinction. Brusquement, sur le sommet d'une colline apparut une forme rampante et d'aspect indéfinissable. Était-ce un grand lézard ou une bête agonisante? La chose avançait péniblement, trop lentement, et dévala la colline en culbutant, puis resta là, forme immobile et immuable.
voulais seulement demander, madame, êtes-vous quelqu'un vous a aidé quand vous étiez en train d'écrire ce livre à part votre coach? Mon rôle, c'était, une fois que le travail a été fait, j'ai fait une lecture. Et pour faire plaisir à ma collègue et pour faire plaisir à moi-même également, j'ai rédigé la préface. La préface du livre, modestement, c'est moi qui l'ai écrite, mais je n'ai pas intervenu dans ni l'orientation, ni le personnage, ni rien du tout. J'ai fait simplement une lecture globale et intégrale, bien sûr, de l'œuvre. En toute modestie, c'est votre professeur qui a pris en charge du début jusqu'à la fin sa propre création littéraire. Oui, Madame, parmi les livres que vous avez écrits, lesquels est votre préféré? Vous allez voir quand vous allez le lire, Inch'Allah, on dirait un film d'action. Ça bouge, tout le temps ça bouge. Et pour celui qui crée, celui qui écrit, c'est vraiment très difficile de dire c'est mon meilleur livre. Parce que la création littéraire est une continuité. Donc une fois qu'un écrivain, par exemple, termine le premier livre, immédiatement, il passe dans le couloir pour pouvoir écrire le second. Et bien sûr, en profitant peut-être de ses errements, bien peut-être de ses difficultés qu'il a rencontrées en rédigeant le premier. Mais c'est très rare où un écrivain de renommée même, qui est vraiment très très célèbre, vous dise tiens, c'est le livre tel est mon préféré. Non, il y a toujours, à mon sens, il y a toujours une continuité. Prenez par exemple l'écrivain franco-algérien qui a obtenu le prix Goncourt 2024-2025, Kamel Daoud. Il a écrit un livre dont le titre est Les Houris, ou bien Huri, pour prononcer l'orage, voyez-vous. Mais pour lui, c'était une continuité. À chaque fois, il y a un problème social qu'il aimerait exploiter et il se lance. D'abord, on apprécie énormément vos efforts, madame. Et je voulais demander si vous vous êtes inspiré du caméléon pour créer le personnage principal ou que c'est après que vous avez écrit que vous avez comparé le personnage principal avec le caméléon. C'est venu après. C'est après avoir fait le livre que le nom, il est venu comme ça, d'instinct. Il s'est imposé à moi. Combien de temps le caméléon vous avez pris de temps pour l'écrire? Généralement, un livre me prend une année. Mais lui, il a pris 3 mois. Parfois, je ne sais pas si vous le savez, il y a le syndrome de la page blanche. Tu as la page devant toi, je crois que tout le monde a souffert de ça pendant les devoirs, les évaluations, en production écrite. Tu as la page devant toi, tu regardes. Qu'est-ce que je vais écrire? Heureusement que je ne souffre pas de ça, mais parfois, j'ai un personnage tellement détestable que quand je le décris, il faut que je me repose. Tellement c'est un personnage malade que quand tu décris, j'ai besoin de reprendre mon souffle avant de passer à un autre personnage. C'est pour vous dire que j'ai déjà commencé un autre livre, ça fait 2 ans. Et il y a des personnages qui sont très complexes, très complexes. Quand tu commences à décrire, tu as besoin de te reposer intérieurement. Madame, est-ce que votre livre a une relation avec vos livres précédents? Non. Aucune relation. Et pourquoi vous avez écrit organiser une séance de dédicace? C'est parce que si quelqu'un va prendre le livre, je vais lui écrire un petit mot. Ça s'appelle séance de dédicace. Dédicace, ça veut dire écrire un mot pour les gens qui vont prendre le livre. Un petit mot personnalisé. Personnalisé, juste pour toi, avec ton nom. Et comme je t'adore, donc je vais lui écrire. Petite question, s'il vous plaît. C'est une question beaucoup plus avec un certain recul général. Alors, les jeunes d'aujourd'hui, et j'en fais partie, on s'éloigne de plus en plus du livre, sincèrement.
on est beaucoup plus attaché à tout ce qui est réseaux sociaux, on est beaucoup plus attaché à tout ce qui est intelligence artificielle. Et là, même dans le volet rédaction, je ne vous apprends rien, mais sincèrement, ChatGPT nous aide beaucoup. Alors, on s'éloigne un peu de tout ce volet beaucoup plus de littérature, tout ce volet qui est beaucoup plus de ce côté relationnel avec le livre. Alors, ma question est, comment ce livre va rapprocher les jeunes d'aujourd'hui à se réinscrire dans ce cursus de lecture, à beaucoup plus aimer tenir le livre et non pas lire quelque chose sur un téléphone ou une tablette. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois que vous n'étiez pas là tout à l'heure. Le livre lui-même a été conçu à cause de ça. D'accord. C'est à cause de ça que j'ai pris la plume pour l'écrire. Parce que mes filles m'ont dit, on veut lire quelque chose qui ne soit pas rebutant après la première page. C'est ce qui se passe normalement. Quand tu commences un livre, dès la première page, c'est pour cela qu'il a été fait, je l'ai dit, je viens de le dire, quand vous allez commencer la première page, vous allez croire que vous êtes plongé dans un film d'action. Vous êtes captivé depuis le début. C'était le but c'était ça. En plus de ça, moi je voudrais vous poser une question. D'ailleurs, la question n'est pas pour vous simplement, elle est pour tout le monde. On vous demande de faire un petit travail. D'accord? Et vous savez que monsieur intelligence artificielle peut le faire à votre place. Oui ou non? Bien. Alors, vous lui demandez d'effectuer le travail pour vous, il le fait. Sincèrement, quand par exemple on vous donne une note ou bien on vous fait un commentaire, est-ce que vous avez l'impression que ce commentaire vous est adressé à vous? Ça dépend de l'utilisation de cet outil. Sincèrement, parce que moi, ChatGPT, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de mon travail. Alors, ça dépend de comment on a utilisé cet outil. Par exemple, la mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle, c'est quand on prend du copier-coller. Oui. Mais l'utilisation intelligente d'un certain outil d'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus, ça aide beaucoup plus à automatiser certaines tâches. On a par exemple, dans mon travail, on a une photo sur laquelle on a besoin de faire une caption ou une légende, ce qu'on fait quotidiennement de 3 à 4 fois par jour. Alors, cela, sincèrement, prenez avant l'intelligence artificielle beaucoup plus de temps pour faire sortir les mots, pour chercher le bon terme à placer dans un bon contexte pour une certaine cible qui va avoir une certaine attractivité directe avec cette cible, avec ce segment. Le temps que là, ça ne prend plus ce temps. Alors pour répondre à votre question sur le volet de remarques, ça dépend de l'utilisation. Si on prend du copier-coller, là c'est ce qui est plagiat, c'est ce qui est interdit, même sur le volet académique, je ne vous apprends rien, vous êtes connaisseur dans ce domaine beaucoup plus que moi. Mais si on prend le contenu, ou bien la méthodologie, quelque chose qui nous manque réellement, quand on veut écrire un PV d'une certaine réunion pour la première fois, on ne sait pas comment l'écrire. Et malheureusement, il n'y en a pas des sources fiables qui peuvent nous donner une certaine méthodologie de rédaction. Alors, si on va utiliser l'intelligence artificielle pour nous donner la méthodologie, par la suite, on fait intervenir notre propre intelligence humaine qui est sûrement et sur tous les volets plus intelligente et beaucoup plus développée que l'intelligence artificielle, là, on prend ses remarques sur le volet professionnel de ce qu'on a rédigé nous-mêmes. Mais bien évidemment, si on le prend d'un certain volet de copier-coller, ça, malheureusement, ça va être du plagiat. Voilà. Malheureusement, ça ne va pas être ce qui est demandé réellement. Lorsqu'on prend un commentaire ou bien un travail sans y intervenir justement, personnellement, je n'en tirerai aucune fierté. Bien sûr. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait, pas moi. Surtout dans le domaine de l'enseignement, ils disent l'idée suivante. Il ne faut pas interdire aux étudiants, il ne faut pas interdire aux
aux étudiants de manière générale, que ce soit au secondaire ou bien dans l'enseignement supérieur, l'accès à l'intelligence artificielle. Au contraire, il faut leur permettre cela, mais les sensibiliser, justement, les doter de la technique de comment l'exploiter. C'est-à-dire, il y a le travail qui est fait et c'est à l'esprit de l'étudiant, à son esprit critique, de voir comment l'exploiter. Voilà, qu'on le veuille ou pas, ça s'impose. Et là, juste pour les personnes qui sont un peu curieuses, je me réfère au philosophe français Luc Ferry. Donc Luc Ferry, qui a écrit récemment encore une fois un livre concernant l'intelligence artificielle, souligne cette idée, à savoir qu'il faut mettre à la disposition des étudiants la possibilité d'utiliser, bien sûr, l'intelligence artificielle, mais surtout leur apprendre comment l'exploiter. Madame, quel est votre conseil pour les jeunes qui souhaitaient commencer à écrire? Pas le conseil, mais la mise en pratique. Qu'est-ce que vous avez fait l'autre jour en classe? Est-ce que vous n'avez pas aimé faire des vers? Oui. Voilà. Donc on commence par de petites choses. Donc vous avez écrit, si vous vous rappelez, vous avez écrit 2 vers. Et puis vous avez aimé, je vous ai demandé de compléter. C'est ce que vous avez fait. C'est comment on exprime nos sentiments. Bien sûr, c'est un moyen d'expression de soi. Comme d'ailleurs comme tout l'art en général, la peinture, le théâtre, tout ça, ça permet de s'exprimer. Madame, quand vous écrivez les livres, les histoires, les événements, les péripéties, est-ce que vous sentez que vous exprimez tous vos sentiments dans ces livres? Bien sûr, je viens de le dire, il y a des personnages qui me rendent malade. Il faut s'investir, sinon tu ne pourras pas faire sentir à celui qui lit les sentiments que tu veux passer. Parfois, lorsque j'écris, j'ai l'impression d'être détachée complètement du réel. Si quelqu'un me parle, j'ai du mal à revenir sur terre, comme on dit. Excusez-moi, pour revenir à la question qui me semble d'une très grande importance, je te conseille, juste, je ne sais pas si, avec l'accord bien sûr de ma collègue, Mme Gilles, de voir pour les premières étapes de l'écriture. Intéressez-vous à ce qu'on appelle en français la progression thématique. J'explique. La progression thématique. Il y en a plusieurs, mais par exemple, donc on a un sujet, un verbe et un complément. Ben, nous sommes, par exemple, dans la salle de conférence de l'université, etc. Donc, c'est la phrase 1. Je voudrais passer à la phrase 2. Alors, tout dépend de moi. Ou bien, j'opte par exemple pour la première technique, c'est-à-dire je reprends le même sujet. Donc là, nous sommes. Par exemple, j'écris la première phrase, nous sommes, etc. Donc la deuxième phrase, son sujet serait nous. Ou bien, deuxième technique, j'ai terminé la première phrase par l'université privée de Fès. Ben, exactement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Progression des matières. Donc il y a par exemple ce souci. Et la meilleure manière, à mon sens, c'est de ne pas avoir peur de la page. Vous écrivez, comme disaient d'autres écrivains à l'époque de 68, etc., l'écriture automatique. Vous prenez la page, vous écrivez la deuxième phrase, la troisième phrase, etc. Vous donnez libre recours à la fois à votre esprit et à votre main, à votre stylo. Et une fois que vous aurez écrit, vous pouvez relire encore une fois et agencer ce que vous avez fait. Voilà, merci pour la question. Mesdames et messieurs, mon frère vient de faire des kilomètres pour être présent avec moi. Et bien qu'il soit souffrant aujourd'hui, donc il s'est dérangé pour faire partie de cet événement. Monsieur Saïd Moujoulon, qui fait partie d'ailleurs du corps enseignant, même s'il est maintenant à la retraite, il était chargé de la direction d'un établissement. Donc je le laisse présenter son petit mot. Messieurs, chers invités, chers amis, famille et tous les amoureux de la littérature. C'est un honneur et une grande joie pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment exceptionnel.
lancement du livre Le Caméléon, écrit par ma soeur bien-aimée Adiba. Adiba, ma soeur, aujourd'hui, tu ne présentes pas seulement un livre, tu offres au monde une partie de ton âme, de ton imagination et de ton talent. Depuis toujours, j'ai admiré ta passion pour l'écriture, ta persévérance et cette capacité unique à transformer les mots en émotions. Le Caméléon n'est pas juste un titre, c'est le reflet de ta créativité, de cette aptitude à capturer les nuances de la vie, tout comme le caméléon s'adapte et se réinvente. À vous tous ici présents, ce livre est bien plus qu'une histoire, c'est une invitation à déguster un roman d'aventure, à vous couper le souffle, à suivre des événements pleins de suspense et de rebondissements à explorer, les couleurs changeantes de l'identité humaine et à plonger dans un récit où réalité et mystère se rencontrent. À travers ces pages, l'écrivaine nous prouve que la littérature est un miroir de nos expériences les plus profondes. Merci à vous, chers invités, d'être ici pour soutenir ce projet. Merci à ceux qui ont accompagné notre prochaine étoile dans cette aventure, sa famille, ses amis, son éditeur, et surtout merci à toi, ma soeur, pour ce cadeau littéraire. Je sais que ce livre n'est qu'une étape dans ton parcours et j'ai hâte de lire toutes les histoires que tu as encore à nous raconter. Félicitations, Liban. Puisses-tu continuer à éblouir le monde avec tes mots. Merci. Pour conclure, pour finir, je remercie énormément la faculté. Bien sûr, quand je dis faculté, je dis le cadre administratif qui m'a accompagné, le charmant monsieur Youssef et mademoiselle Douane qui a quand même payé pour l'organisation. Je remercie toute l'administration pour l'effort qu'elle a fourni pour me soutenir et pour être là aujourd'hui. Un grand merci à vous. Et croyez-moi, je ne vais pas l'oublier.